ابن الغنم التقابو غنم تمشي غنم مرة التقابو. Tout a commencé avec des images mystérieuses postées depuis les territoires palestiniens. Don't take camera. I break your camera. Don't take picture. Des images d'une guerre minuscule. La région nous avait habitués à des scènes bien plus sanglantes, alors personne n'a remarqué ce harcèlement quotidien. Qui sont ces jeunes qui mettent le feu à des champs d'oliviers? Et pourquoi les soldats israéliens ne font rien pour les arrêter? Comme si on laissait sciemment des enfants jouer avec un briquet près d'un baril de poudre. We recognize that a Palestinian state must be big enough to be viable, to be independent, to be prosperous. We'll be generous about the size of the future Palestinian state. Voilà le territoire sur lequel doit être construit l'État palestinien. Il est couvert de dizaines de colonies israéliennes liées à la droite la plus nationaliste. L'État palestinien, le peuple palestinien, l'identité palestinienne, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ils veulent qu'on parte. Mais moi, je préfère mourir plutôt que de quitter ma maison. C'est une guerre d'un genre nouveau. Mètre par mètre, pied à pied. Une guerre à bas bruit. En tout cas pour l'instant. Hébron est la plus grande ville palestinienne. Enfin, presque palestinienne. De ce côté-ci, c'est la zone sous contrôle de l'autorité palestinienne. Des embouteillages, de la couleur, pas de doute, on est bien dans une rue arabe. Mais en travers de l'une des rues, il y a une guérite. La traversée, c'est pénétrer un univers parallèle. Les Palestiniens l'appellent la ville fantôme. Les magasins ont été fermés sur ordre des militaires israéliens. La rue a l'air vide, elle ne l'est pas. Ici, habite un groupe de colons juifs, protégés par une garnison. Il y a aussi quelques Palestiniens qui s'accrochent à leur maison. Nous venons de rentrer en territoire israélien. Les Palestiniens qui ont choisi de rester dans la rue des colons n'ont pas la vie facile. Se déplacer, faire ses courses, tout est un problème. Rester est un combat. Issa habite ici. C'est un militant connu des soldats et des colons pour son insolence hors du commun. Issa ne respecte pas les règles de l'occupation.
En 2012, il a été arrêté 20 fois, puis relâché. Issa a compris une chose. Dans la guerre de l'image, c'est la victime qui gagne. Ici, j'ai le droit de marcher. Mais là, c'est la limite. Là, je n'ai pas le droit. Je peux être arrêté. La dernière fois, j'ai été arrêté parce que j'étais à 5 mètres d'ici. J'étais là-bas. Tout ça, c'est pour le confort des colons. Ils ont beaucoup plus de droits que moi. Par exemple, je n'ai plus le droit de marcher dans les rues où j'ai grandi. Il n'y a plus un seul magasin dans la zone israélienne. Pour aller acheter son pain, Issa doit passer la frontière, retourner en Palestine. Dans la vieille ville d'Hébron, le plan d'occupation des sols semble avoir été dessiné par Kafka en personne. Jamais loin derrière Issa se tient un homme avec une caméra. Je ne sors jamais sans ma caméra. Sinon, je me sens en danger. La caméra, c'est mon arme. Dans cette rue du marché, c'est la Palestine, sur 300 mètres. Mais après le marchand de pistaches, le contrôle militaire israélien reprend. J'ai pas le droit de traverser là-bas. Pourquoi? Parce que je suis palestinien. Pas de Palestiniens là-bas? Sauf ceux qui vivent ici. Après une nouvelle barrière au bout de la rue, c'est la fin de la zone réservée aux musulmans. Avant de nous laisser passer, le soldat veut connaître notre religion. Issa va lui compliquer la tâche. Pourquoi veux-tu passer? On va aller en face, voir mon ami, filmer. Ils sont musulmans, ces deux-là? Non, non. Ils sont quoi alors? Ils ne croient pas en Dieu. Pas de Dieu? Non, non. Bon, passez. Soudain, le soldat se ravise. C'est moi que vous appelez? Donnez-moi vos papiers. Allez, attendez là-bas. Écoutez, je n'ai pas le temps, faut que j'y aille. Si tu pars, je t'arrête. Tu m'arrêtes? Pourquoi? Parce que je te dis de rester ici. Tu as le droit de me retenir? Je suis un policier. Ce n'est qu'en Israël que tu es policier. Pourquoi est-ce que je devrais attendre? Parce que je l'ai décidé. Tu te prends pour Dieu? Non, je suis un soldat. Il veut que j'attende. Il ne veut pas me rendre mes papiers. Je ne sais pas si ça peut débloquer la situation, mais je ne veux pas faire d'ennui à cet homme. Il tentait juste de nous aider. Peut-être vous pourriez le laisser partir parce qu'il n'a vraiment rien fait de mal. Mais si, vous savez, il n'a rien fait. Ok, rends-moi mes papiers. Franchement, j'ai pas le temps. Ou alors vérifie mon identité. Vas-y, appelle. Ça prend 2 minutes. It takes 2 minutes, you know. It takes only 2 minutes, you know. Je sais de quoi je parle. Hein. T'es un malin, toi. Don't give him my ID. Just tell him Issa Amro. Ouais, je suis un malin et toi, t'es vraiment stupide. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'es vraiment pas malin. Je demande des renforts. Il y en a un qui me traite d'idiot. Tu es arrêté pour abus verbal envers un policier. Et on va t'apprendre.
Pour la 6e fois, en 2013, Issa Amro est arrêté. Yehuda a arrêté des dizaines de Palestiniens à Hébron. Pendant 2 ans, en 2004, il a été soldat ici. Depuis, il a créé une organisation d'anciens soldats devenus pacifistes. Briser le silence. Il faut créer le sentiment de la persécution. Non mais ça, c'était pas vos ordres. Bien sûr que si. Le concept militaire à Hébron, c'est que les Palestiniens doivent sentir notre présence. S'ils voient des militaires partout, tout le temps, ils hésiteront à attaquer. Ils doivent nous sentir sur leur nuque. Le poste de police israélien se trouve juste au pied de la mosquée palestinienne d'Hébron. Une mosquée construite sur un caveau sacré juif. Les 2 religions se partagent le bâtiment. Mais depuis 20 ans, les militaires israéliens y ont imposé une séparation stricte entre juifs et arabes. La ségrégation, c'est le concept de Hébron. Il faut se demander pourquoi. Il faut juste te demander pourquoi la vieille ville est devenue une ville fantôme. Parce que l'armée a décidé de créer des zones stériles pour protéger les colons. Tout ça est mis en place après le massacre de Hébron par Baruch Goldstein. En 1994, un colon juif d'extrême droite, armé d'un fusil mitrailleur, a pénétré dans la mosquée en pleine prière. Il a tué 29 Palestiniens avant d'être tué à son tour. Le meurtrier s'appelait Baruch Goldstein. Il appartenait à un groupe national religieux, le CAR. Après la tuerie, le gouvernement israélien a interdit cette organisation. Mais l'un de ses dirigeants, Barour Marzel, habite ici dans une colonie d'Hébron. Il est toujours très actif. C'est même une figure de premier plan. Nous avons négocié une rencontre avec une certaine difficulté. Mais lorsque Marzel arrive, il nous voit discuter avec Yehuda, l'ancien soldat. You don't know who he is now. You have him. You have enough. It's enough. If he has a point of view, who is to talk in Hebron? He was a soldier in Hebron. But there were 1 million soldiers in Hebron. Why him? Because he beat up Arabs, and afterwards he ran away because he gets paid by the European Union. So you, it's enough. I'm trying to do my work, you know. I knew before. It wouldn't be balance. You don't know what's balance. Balance isn't him. Why? Balance is because if you interview him, you need 1,000 people to go on the side. Yeah, you have to take any Arab you want. He's nothing. Why is he aside? Take the Arabs. I mean, the margin. If he's in the margin. What? Take the Hamas. Take the PLO. Why do you take him? Would you agree if I interviewed the Hamas and the PLO? Yeah, because they're aside here. Juste à côté, à l'intérieur du commissariat de police, le Palestinien Issa s'est mis lui aussi à crier. Surgissent des observateurs internationaux. Mission leur a été donnée de relever les incidents entre les colons, les Palestiniens et l'armée. Yeah, something like this. I have seen him before. Back at his house. He's been screaming now inside.
Il crie beaucoup. Il faut que vous voyiez ça par vous-même. On ne peut rien vous dire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, je me sens pas très bien. En fait, on a signé un papier qui nous interdit de divulguer des informations. Mais je peux vous dire qu'il est en train de crier en arabe. Il n'a pas été frappé. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. C'est possible pour moi de lire vos rapports? C'est confidentiel. Nous les envoyons uniquement aux deux parties. Mais l'arrestation ne va pas rester secrète. Les amis de Issa ont tout filmé. Ils sont déjà en train de mettre en ligne les images sur Internet. Mon expérience de soldat dans les territoires occupés et à Hébron m'a amené à me poser des questions que je ne me serais jamais posées autrement. Ici, si tu veux être un tout petit peu honnête avec toi-même, même 10% d'honnêteté, tu finis par te demander si c'est vraiment le rôle d'un soldat juif d'être ici. À 300 mètres de là, juste en face de chez Issa, il y a la colonie de Beth Hadassah, installée dans un bâtiment que la communauté juive d'Hébron a bâti au 19e siècle. Pour les Israéliens qui habitent ici, il s'agit d'un retour, pas d'une colonie. Et leur porte-parole dit regretter l'état de la ville. Pour vous, n'importe quel arabe qui passe dans la rue est un danger. Non, pas pour moi. C'est l'armée qui a pris la décision de fermer les boutiques des Palestiniens. Si vous avez des magasins, il y aura des milliers de gens qui viendront tous les jours faire leurs courses. Au milieu de tout ça, il suffit d'un seul terroriste. Alors ça oblige les Juifs à vivre dans une seule rue, un ghetto. Nous, on n'a pas le droit de sortir de cette rue. Les Arabes peuvent vivre dans notre rue, mais les Arabes de l'extérieur n'ont pas le droit de venir et de faire du shopping ici. Issa a été libéré dans la nuit. Nous le retrouvons le lendemain matin, côté palestinien. Il nous explique pourquoi il criait. Dès que je suis rentré dans le commissariat, j'ai pris un coup de crosse dans le dos et dans l'épaule. C'était évident qu'il me détenait pour me montrer qui était le patron. Vous auriez pu aussi vous taire, c'était une possibilité. Je ne me tais pas. Je veux continuer à me regarder dans une glace, à ne pas avoir honte. Sinon j'exploserais. Je me sentirais moins que rien. Je ne veux pas me sentir comme ça. Vous n'avez jamais été tenté de prendre les armes? Jamais je n'ai touché à une arme. Ma seule arme, c'est ma caméra. C'est plus fort. Voilà notre première découverte. Cette nouvelle génération de militants palestiniens qui refusent la stratégie du martyr. Une génération habile avec Internet et qui parle anglais. Cette nouvelle génération qui préfère s'entraîner à filmer en situation d'urgence qu'à tirer à la Kalachnikov ou à la ceinture d'explosion. Chaque jour, ils documentent une guerre de basse intensité que le monde ne voit pas. L'idée est née à Hébron, à moins de 100 mètres d'ici, dans ce qu'on appelle la maison cage. La maison cage est habitée par la famille Abou Aïcha. Elle vit derrière des grilles, juste en face de la colonie israélienne. Le cœur du foyer, c'est ce système de vidéosurveillance.
Ils y enregistrent les incidents avec leurs voisins. Aujourd'hui, il ne s'est encore rien passé, alors ils nous montrent les images d'hier. Pendant des années, les Abou Aïcha ont subi les attaques de leurs voisins sans pouvoir se défendre. Pourquoi j'ai mis du grillage? Parce qu'ils m'ont cassé toutes les vitres. Un jour, les colons m'ont proposé d'acheter ma maison. J'ai répondu merci, mais j'ai assez d'argent. Mais si vous voulez vendre vos maisons à vous, moi j'achète. La vie de la famille et peut-être l'histoire de la Palestine va changer en 2006 avec l'arrivée de ces 2 caméras vidéo. Elles viennent d'où ces caméras? De Bethléem. C'est quoi Bethléem? Ce sont des juifs qui luttent pour la paix. L'organisation pacifiste B'Tselem a distribué près de 300 caméras vidéo aux Palestiniens, partout où ils sont en contact avec les colons. Les images vont surprendre la société civile israélienne. Le projet des caméras vidéo a débuté dans la maison Cage en 2006. Ils étaient frustrés des attaques constantes des colons et du fait que la police ne faisait rien. Alors on leur a donné des caméras et des images incroyables sont arrivées. Le tout premier film qui a vraiment frappé l'opinion publique, on l'appelle le clip de la pute. On y voit une femme de la colonie insulter sa voisine palestinienne avec le soldat tout près d'elle qui ne faisait rien. Cette vidéo est devenue virale. Elle a vraiment choqué beaucoup d'Israéliens qui n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait à Hébron. Le choc est tel que le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Olmert, a présenté ses excuses à la famille de la maison Cage. Oui, c'est vrai, le ministre s'est excusé. Mais il continue à nous agresser tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'il ne demande pas aux soldats de les arrêter? Les images des multiples caméras de B'Tselem établissent une différence de traitement choquante autour des colonies. Pourquoi l'armée israélienne ne fait-elle rien quand les gosses des colons s'en prennent à leurs voisins arabes? Pendant tout mon service militaire à Hébron, je me suis dit, les colons sont fous. Et puis j'ai compris, ce qui est vraiment fou, c'est que je n'ai pas le droit de les arrêter s'ils attaquent un Palestinien. Nos ordres sont clairs, on est là pour les protéger, et c'est tout. Le traitement réservé aux gamins palestiniens est différent. En juillet 2013, un enfant de 5 ans a lancé une pierre sur la voiture d'un colon. Il a touché le pneu. L'armée israélienne l'a arrêté. Elle est aussi allée chercher le père à la maison et l'a arrêté lui aussi. Il faudra l'intervention d'un gradé israélien pour que les soldats lui enlèvent les menottes et le bandeau qu'il lui avait mis sur les yeux.
C'est absolument légal de filmer, même pour un Palestinien. Mais le danger, c'est que la caméra devient une cible en soi. Les colons attaquent la caméra et la brisent pour empêcher qu'on documente ce qu'ils font. לא מאפשר לי לצלם. תשבור, כן, תשבור את המצלמה. טוב מאוד. צה"ל פה ולא מונעים את זה ממנו. Est-ce qu'il arrive que les soldats vous protègent? Ce ne sont pas les soldats qui font la loi ici. C'est les colons. Ils créent des problèmes pour les Palestiniens. Ma sœur voulait me visiter, mais une femme de la colonie l'a bloquée et l'a empêchée de passer. C'est eux qui contrôlent l'armée. Si on retire l'armée qui les protège, ils vont partir. Qui leur a mis l'armée à leur disposition? Il est temps de partir. Le Palestinien qui nous accompagne demande l'autorisation de partir par le haut de la rue, un chemin plus court. Le soldat israélien va donner son autorisation. Vraisemblablement, il a envie de lui faciliter la vie. Mais pas les colons. Ok. כאן זה רק לבוהייקים. תרוצי לבסיס, תקראי למ"פ. רוצי, תקראי למ"פ. On serait heureux de recueillir votre position, vous savez. Vous venez ici pour provoquer. Vous amenez un arabe qui pourrait être un terroriste qui n'a pas le droit d'être ici. Vous êtes des soutiens du terrorisme. Mais pourquoi? Parce que ce sont des terroristes qui ont été emprisonnés et qui viennent nous tuer. Pourquoi vous faites ça? Posez-vous la question. Vous vous mentez à vous-même. Expliquez-moi ça. קחו את זה כמה צעדים אחורה, אל תגרו בהם. בסדר. איפה אנחנו נחכה? אולי אנחנו נחכה בבית. בסדר. בבית? Essayez donc de vivre au milieu de gens qui veulent vous tuer, vous verrez. Ne me filmez pas. Alors moi, j'accepte avec plaisir que vous me filmiez. J'ai absolument aucun problème avec ça. Je ne déteste pas les Arabes, mais je ne suis pas stupide au point de les laisser me tuer. Vous leur faites pas confiance? Non, comment je peux savoir? C'est pour ça qu'il ne peut pas passer près de ma maison. Et ça vaut pour tous les Arabes? Oui, tous les Arabes. Pas d'exception? Non, je ne peux pas savoir à qui je peux faire confiance ou pas. J'ai eu de mauvaises expériences, vous savez. L'Arabe qui a tué mon père travaillait avec des Juifs. Il y a 15 ans, le père de Tzipi a été assassiné par un terroriste palestinien dans cette même rue, ce qui peut sans doute expliquer sa tension. Les Palestiniens sont provisoires ici. Les Juifs sont le seul peuple indigène. Dans nos fouilles archéologiques, nous avons trouvé des poteries de 4000 ans avec des signes en hébreu dessus. On était là. Qui est provisoire? Qui est indigène? Lorsqu'on vit sous la tyrannie des ruines, il faut toujours remonter 3000 ans en arrière. Remontons donc, puisqu'il le faut, jusqu'à la nuit des temps.
À l'origine, Hébron est habité par une constellation de tribus sémites. Ils adorent une ribambelle de dieux à tête d'animaux, aujourd'hui tombés en désuétude. D'après la Bible, les Juifs les chassent d'Hébron. Ils sont menés par leur patriarche Abraham. Et les Hébreux apportent avec eux un concept nouveau, le Dieu unique. Quand Abraham meurt à l'âge vénérable de 175 ans, ça aussi c'est dans la Bible, les Hébreux l'enterrent à Hébron. C'est le tout premier temple. Au fil de l'histoire, le caveau juif va changer de main et s'agrandir. Les Romains le transforment en église chrétienne. Les musulmans en font une mosquée et adoptent le patriarche Abraham, qu'il renomme Ibrahim. Abraham et Ibrahim ne font qu'un. Révéré 2 fois par les Juifs et par les musulmans. Sauf que d'après les historiens, Abraham n'a probablement jamais existé. Ce serait un personnage inventé pour des besoins politiques. Au XVIe siècle, les Turcs s'installent à Hébron. C'est sans doute le seul moment où les Juifs connaissent la paix. Elle va durer 4 siècles. Mais l'histoire n'est pas finie. En 1917, les Britanniques chassent les Turcs de Palestine. S'ouvre alors une nouvelle période de troubles. Les Anglais ont promis la Palestine aux Juifs, les Arabes les plus nationalistes s'enflamment. En 1929, des troubles éclatent. À Hébron, la police a déserté la ville. Des extrémistes arabes attaquent la communauté juive. 67 Juifs sont assassinés. Mais 435 d'entre eux sont aussi sauvés par leurs voisins palestiniens qui les cachent. Après ces massacres, les Juifs partent. Ils reviendront 40 ans plus tard, en 1967, quand l'armée israélienne conquiert la Cisjordanie et Gaza, en jaune sur la carte. Les soldats israéliens prennent le contrôle d'Hébron. Un an plus tard, un groupe de Juifs américains ultra-orthodoxes s'installe dans la vieille ville. C'est la première colonie d'Hébron, mais pour eux, c'est un retour à la ville des patriarches. Cet endroit est sacré. Il est historique. C'est le début de la présence juive sur cette terre. Pour leurs voisins palestiniens, commence une occupation militaire. Les Juifs disent qu'ils étaient présents ici historiquement. Très bien, ils sont les bienvenus. Qu'ils viennent vivre en Palestine, que chaque peuple ait son État, ou bien un seul État, pourquoi pas. Mais nous devons être égaux. Égaux. Lui a plus de privilèges que moi, beaucoup plus de droits. Par exemple, je n'ai plus le droit de marcher dans les rues où j'ai grandi. La matrice de ségrégation imposée à la ville est le produit direct de cette tuerie. Il n'y a aucun endroit comme Hébron pour voir la grandeur de notre passé juif en Terre Sainte et rencontrer le désastre de notre présent et de notre futur. Hébron pose la question de ce que nous voulons devenir en tant que peuple. Et cette occupation est immorale. Elle est contre les intérêts d'Israël, contre les valeurs juives et aurait dû se terminer il y a longtemps. À quoi ressemble l'occupation dans le reste des territoires palestiniens? À la sortie de la ville, l'armée israélienne a posé des grilles métalliques. En ce moment, elles sont grandes ouvertes. Les attentats palestiniens ayant quasiment cessé, la circulation est fluide. Moins de restrictions, c'est vrai, mais un contrôle total. En 20 minutes, on peut fermer toute la Cisjordanie. Une jeep par village, on ferme la grille et plus personne ne sort.
La Cisjordanie est une zone avec un statut étrange. Elle vit sous occupation de l'armée israélienne depuis 1967, mais elle ne fait pas partie d'Israël. Les Palestiniens de Cisjordanie ne sont citoyens d'aucun pays. Depuis 1967, Israël a pris le contrôle total de parties de plus en plus importantes de la Cisjordanie. Voilà en rouge sur la carte ce qu'il reste aujourd'hui des territoires palestiniens. Ces dernières enclaves de territoire sont encerclées par des implantations israéliennes et des zones de sécurité. L'occupation, c'est aussi 2 réseaux de routes superposés. Pour accéder à leurs colonies, les Israéliens ont construit de larges routes. Celles-ci sont librement accessibles aux voitures palestiniennes. En revanche, les Palestiniens n'ont pas le contrôle de leurs propres routes. Elles peuvent être bloquées, voire supprimées, par l'armée israélienne. C'est ce qui est arrivé au village arabe de Kafr Kadom. Leur route principale est inutilisable. Il y a une colonie israélienne en plein milieu. Une colonie, c'est une barrière et des militaires. Il y a des dizaines de routes sacrifiées dans les territoires palestiniens. Mais à Kafr Kadom, les villageois, menés par Mourad, ont décidé de se battre. Donc ça, c'est la route d'origine du village. Oui, c'est la route originale. On peut se rapprocher de la barrière? Non, pas nous. Regardez là, la grande tour. Ils filment tout. Ils ont une caméra. Ils voient tout ce qu'il se passe au sol. Ils nous regardent en ce moment? Ouais. Tous les vendredis, les habitants de Kafr Kadom brûlent quelques pneus pour enfumer leurs voisins israéliens. La colonie en travers de la route s'appelle Kedoumim. Elle a été fondée par celle qu'on appelle la matriarche des jeunes colons ultra, Daniela Weiss. Elle dirige un mouvement colon radical qui se propose, disent-ils, de remplir les vides. Daniela est une femme d'une belle véhémence qu'il vaut mieux avoir comme interviewée que comme belle-mère. Quand j'y pense, quand nous sommes arrivés ici, nous étions 10 familles avec des tentes. Et nous avons construit tout ça. J'ai l'impression d'être un chapitre de la Bible à moi toute seule, d'avoir assisté à un miracle de mes propres yeux. Les colons, ils viennent de la partie la plus agressive de droite israélienne. Et ils n'ont même pas de barrière car ils considèrent qu'ils vont s'étendre jusque chez nous. Votre mouvement a pour but de remplir les vides, dites-vous. Vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Entre les implantations israéliennes existantes, il y a beaucoup de terres gouvernementales. Je veux être clair, notre mouvement ne touchera aucune propriété privée appartenant à un arabe. Je veux parler de 300 000 hectares qui sont des terrains publics, des terrains d'État, sur lesquels il y a débat. Quel État? Pour nous, un gouvernement en Israël est forcément israélien. Donc, on parle de 300 000 hectares de terrains d'État sur lesquels nous voulons faire venir 3 millions de Juifs. C'est ça notre plan.
Moi, je sais que je suis né sous occupation. J'ai grandi sous occupation et peut-être que je mourrai sous occupation. Mais est-ce que ces enfants doivent continuer à payer? Ils ne devraient pas grandir là-dedans. Ils disent un quartier juif bloque la route. Vous pouvez y aller maintenant. Et en 1 minute, vous verrez que c'est un mensonge. Vous le verrez et vous ne le direz pas au monde. Qu'est-ce que je verrai exactement, dites-moi? Vous verrez. C'est pas bloqué? Bien sûr. Bien sûr que non. On n'a jamais rien construit sur la route. D'après ce que j'ai compris, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, cette route. Mais parce qu'ils ne veulent pas l'utiliser. Les Palestiniens? Mais bien sûr. Nous avons obéi à Daniela et nous sommes allés tester cette fameuse route. Nous arrivons par le nord pour rejoindre le village palestinien qui se trouve de l'autre côté de la colonie. Nous voulons revenir à la route. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas y aller? Regardez, j'ai même une carte de presse du gouvernement israélien. C'est pas normal. Apparemment, ce n'est pas si facile que ça de passer sur cette route, même quand on n'est pas palestinien. Nous contournons donc la colonie pour rejoindre l'autre partie de la route, là où les Palestiniens se préparent au clash. Ils érigent des barricades symboliques que les bulldozers de l'armée israélienne dégagent en un instant. Les Palestiniens les bombardent de pierres inutiles. Je sais qu'on n'a pas la capacité de battre l'armée israélienne. On n'a pas les armes qu'ils ont eux. Nous n'avons que notre volonté. L'armée israélienne n'utilise pas toute sa puissance de feu. Elle ne tire pas à balles réelles. Le véritable danger vient des grenades lacrymogènes tirées à hauteur d'homme. Mieux vaut éviter d'être touché à la tête. Did you see this tear gas canister? It's shot directly. It's shot directly. Now it's empty. تعال خلاص شوي براحتك شوي Aujourd'hui, c'est un journaliste chinois qui est touché au genou. Pour nous, les Palestiniens, les Israéliens ont le droit de vivre en paix chez eux. Mais nous aussi, de l'autre côté de la frontière, nous avons le droit de vivre en paix sur notre terre. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour, sur cette terre, juifs et arabes puissent vivre en paix sur une base d'égalité? Les Arabes ne peuvent pas vivre ici sur une base égalitaire avec les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ici, ça va être la terre où la souveraineté sera uniquement juive. Donc juifs et arabes, non. Il ne pourra pas y avoir d'égalité. Vous savez qu'ailleurs dans le monde, c'est vu comme une attitude raciste? Le monde est hypocrite. J'aimerais les voir s'occuper des pauvres Syriens avant de venir demander l'égalité. L'égalité de quoi d'ailleurs? C'est Angela Merkel qui l'a dit de manière très politiquement correcte. L'idée multiculturelle a échoué. Ce qui signifie que le racisme a gagné.
Daniela Weiss ne représente pas la majorité de l'opinion publique israélienne. Loin de là. Les Israéliens se disent majoritairement prêts à négocier pour la paix. Même au sein de certaines colonies religieuses, on trouve des hommes de dialogue. En réalité, les terroristes sont une petite fraction de la population arabe. Les Palestiniens, de mon expérience, ce sont des gens qui viennent à votre aide quand vous êtes en panne de voiture. Franchement, si je pensais que j'étais entouré de millions de meurtriers, je ne vivrais pas ici. Vous pensez que les deux peuples peuvent se partager la terre? La Bible nous a appris qu'il y a d'autres nations sur la terre d'Israël. Nous devons aimer leurs enfants comme les nôtres. La Bible nous rappelle que nous avons nous aussi été des proscrits en Égypte. Il faut se souvenir de notre expérience douloureuse d'esclaves en Égypte pour prendre en compte les autres peuples qui sont en Israël. En fait, le rabbin Yaakov pense un peu comme le reste de la planète, qui commence par ailleurs à trouver le temps long. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour faciliter la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes pour la solution de deux États. Nous sommes fermement contre les colonies illégales. Les Israéliens devraient savoir que construire des colonies sans cesse, c'est contre-productif pour atteindre la paix. Et qu'un État indépendant palestinien doit être viable avec de vraies frontières. À Washington, les journalistes américains finissent par s'énerver. Vous dites toujours la même chose, que vous êtes malheureuse, mais est-ce que vous n'êtes pas inquiète qu'un jour, il ne reste plus assez de terre aux Palestiniens pour leur État? Eh bien, c'est pour ça que j'ai exprimé mon inquiétude aujourd'hui. Nous n'acceptons pas la légitimité de la construction continuelle des implantations. Nous encourageons les deux camps à s'engager sur le chemin de la paix. Donc si je comprends bien, il y a des conséquences quand les Palestiniens brisent leurs engagements, mais pas quand c'est les Israéliens. C'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Notre position n'a jamais changé. Même Benjamin Netanyahou, l'actuel chef du gouvernement israélien, est venu l'affirmer devant le Congrès américain. Nous reconnaissons qu'un État palestinien doit être assez grand pour être viable, pour être indépendant et pour être prospère. Le bon docteur Netanyahou a le pouvoir en Israël, alors pourquoi n'y arrive-t-il pas? Peut-être parce que Mr. Benjamin lui savonne secrètement la planche. En 2010, une télévision israélienne diffuse un petit film amateur datant de 2000. Netanyahou y explique comment il a bloqué les premiers accords de paix d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens. Ce moment n'aurait pas dû être filmé. Benjamin Netanyahou vient rendre visite à une colonie victime d'une attaque terroriste. Il veut parler en toute liberté. Non mais éteins ça, sinon je ne peux pas parler. Est-ce qu'il s'est rendu compte que la caméra est rallumée? Toujours est-il qu'il va parler vrai. Je vais vous expliquer comment j'ai interprété les accords d'Oslo pour éviter de rendre les terres conquises en 67. Netanyahou a repéré une ambiguïté dans le texte des accords d'Oslo. Israël peut exiger de définir des zones de sécurité autour des colonies. Personne n'a précisé ce que ça veut dire, une zone militaire. Ça peut être aussi des zones de sécurité, d'après moi, comme la vallée du Jourdain, par exemple, ou bien les colonies autour. Mais que va dire le monde? Qu'ils parlent, qu'ils parlent. Laisse-les parler. L'impact de la méthode Netanyahou apparaît clairement sur une carte. L'interprétation des accords d'Oslo a offert à Israël le contrôle de la majorité des territoires palestiniens. Le nombre des colons a été multiplié par 3. Quel genre d'État les Palestiniens pourraient-ils bien créer dans ces morceaux de territoire dispersés? Il y aurait bien une solution.
Nous sommes allés à Rome pour rencontrer l'ancien chef du gouvernement italien, Massimo D'Alema. Dans les années 2000, il participe à toutes les discussions internationales sur le statut de la Palestine. Il va rencontrer alors dans un cadre privé Ariel Sharon, le futur Premier ministre israélien. Celui-ci lui livre quelques confidences. Il a fait un voyage en Europe, il a été reçu par le responsable politique européen, et moi aussi je l'ai reçu. En réalité, Sharon il m'a dit, il y a plusieurs années, qu'il faut donner aux Palestiniens des zones qui sont administrées par les Palestiniens à l'intérieur de la sécurité israélienne. Et s'ils pensent d'appeler ça État, ils peuvent le faire, oui. Grand bien leur face. Il m'avait dit, finalement, c'était en privé, c'était confidentiel. Et il a dit, bon, quelque chose comme les Bantoustans. Et le mot Bantoustan a été prononcé par Sharon? Oui, mais c'était... ce n'était pas officiel. Bantoustan. Quel drôle de mot. En avant. Le concept vient du fin fond de l'Afrique du Sud. C'est une idée des Blancs qui sont alors au pouvoir. Pour éviter les critiques contre l'apartheid, ils avaient mis en place des sortes de réserves pour les peuples africains. Oh mon Dieu, quel étrange personnage! Il ne me dit rien. Pourquoi? Sa façon de répondre, il est trop arrogant. Il dit qu'il ne nous a pas posé de questions. Peut-être êtes-vous trop habitué à la servilité. Les Bantoustans étaient des territoires où les diverses ethnies africaines pourraient s'épanouir librement, mais entre elles, avec des rois et des présidents d'opérette. Des pays pour de faux. La Palestine est-elle un Bantoustan? En tout cas, c'est loin d'être un pays. À Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, les buildings ont poussé haut. Ce mini Dubaï, un peu vide, évoque une capitale qui n'attend plus qu'un pays. La ville est encerclée par des zones militaires et des colonies israéliennes. Les colons sont désormais plus de 350 000. Ils coûtent 330 millions d'euros par an à l'État israélien. Chaque jour, de nouvelles colonies illégales se construisent. On appelle ça des avant-postes. Les colons illégaux reçoivent immédiatement la protection de l'armée, de l'eau courante, l'électricité et pas mal de bienveillance. Si le gouvernement voulait les encourager à monter sur les collines, il ne s'y prendrait pas autrement. Il y a 5 ans, Gadniel a amené sa famille sur ces hauteurs. Il a d'abord habité un préfabriqué et maintenant il construit en dur. Officiellement, il n'a pas tout à fait le droit d'être ici. Mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. On voulait venir dans un lieu qui était à ses débuts, pionnier. On adore la vue. On construit ce village à partir de zéro. On construit petit à petit. Des gens arrivent et puis d'autres. Des gens arrivent tout le temps. C'est difficile de légaliser une colonie? Oui, c'est très dur. Comment ça marche? Mais on bosse dessus. On va l'avoir, notre autorisation. C'est une procédure longue. Il y a de la paperasse, mais beaucoup de colonies l'obtiennent. Et nous, on l'aura aussi. C'est vrai, du haut de ces collines, le panorama est grandiose. C'est un bel endroit pour voir grandir ses enfants. Mais ce n'est pas seulement pour la beauté des paysages que les colons s'installent sur les hauteurs. C'est une stratégie. Bye bye.
sillonnant la Cisjordanie, nous remarquons que toutes les colonies sont bâties systématiquement sur les collines. Ce n'est pas un hasard. Nous allons le découvrir dans un document interne du mouvement politique des colons. Occuper les sommets relève d'un plan militaire. Un plan avec une conséquence précise pour les Palestiniens. Quand le président américain Obama est venu en Israël en 2013, les colons lui ont remis ce projet. Il n'a plus rien de secret. Hello. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Monsieur Dayan. Danny Dayan est l'ambassadeur mondial du mouvement des colons, Yesha. Autrefois marginal, Yesha est devenu une force politique majeure qui compte 3 ministres au gouvernement. Dites-moi pourquoi c'est important pour les colons d'être sur le sommet des collines. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai le privilège de me rappeler pourquoi j'ai abandonné ma vie confortable à Tel Aviv. Il y a 2 options sur ces collines. C'est soit moi et ma famille, soit un régime palestinien islamiste fondamentaliste qui utilisera ces collines comme une base de lancement pour bombarder et détruire Israël. Donc c'est comme une guerre, vous maintenez un état de guerre contre, alors vous dites les extrémistes palestiniens, mais sur le terrain, les Palestiniens de base, ils le prennent pour eux. C'est pas ça. On a un conflit. Et pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de solution politique. En 20 ans, on n'a pas avancé d'1 centimètre. Il y a un problème. Vous pensez que vos implantations ont une responsabilité là-dedans? Que vous avez rendu encore plus difficile l'existence d'un État palestinien? Pas du tout. Pourtant, c'est ce que vous avez écrit dans votre document. Il fallait créer une situation telle qu'il devienne clair pour la communauté internationale que l'existence d'un autre État n'est pas viable. Ça faisait partie de votre projet. Oui, mais l'obstacle pour la paix, ce n'est pas ça. C'est que les Palestiniens ne veulent pas la paix avec Israël tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un État juif sur au moins une partie du territoire. De toute façon, au moins jusqu'à un événement nouveau, c'est le maximum qu'on puisse donner. À quoi ressemble la guerre des collines? Nous avons repris la route vers l'est, dans les territoires palestiniens. À 20 km à peine, nous nous sommes arrêtés dans le village arabe de Bourin. La route est un territoire israélien. Les collines tout autour sont occupées par 3 colonies. Elles sont aussi un territoire israélien. Ne subsistent que quelques centaines de mètres sous autorité palestinienne autour du village arabe. Une zone contestée chaque jour. Abou Morsi est le dernier berger du village. Sans doute le Palestinien le plus têtu de ce côté-ci du Jourdain. On étouffe ici. On n'en peut plus. Avant, quand je sortais avec mes moutons, je pouvais aller jusqu'à l'autre village. Il y avait une source. Tous les jours, je faisais ça. J'emmenais mes bêtes boire. C'est fini. Israël encercle ce village. On ne peut plus rien construire. On ne peut plus se développer. À Bourin, la principale activité des paysans, c'est les olives. Here they use the saw for and then pull it by their hand. This tree and this tree, more than 20 trees. D'après les Palestiniens, les colons sont descendus pour détruire leurs arbres. Tout s'est déroulé sous l'œil impassible de l'armée. Ça, c'est ma terre à moi, celle que je cultive. Eux, ils débarquent ici, je ne sais pas d'où exactement, et ils veulent nous virer. Et les soldats, ils protègent les colons.
Aujourd'hui, Abou Morsi, le berger du village, nous emmène faire paître ses bêtes avec lui. Il nous a promis de l'action. Regarde là-bas. Ils ont brûlé les pâturages que je loue à quelqu'un du village. Les colons sont venus. Ils ont brûlé tout ça. Ils étaient avec les militaires. Ça y est, Abou Morsi a retrouvé ses bêtes. Il les emmène paître, comme on part au combat. Tous les jours de l'année, je serai là. Avant, j'avais 150 moutons. J'en ai gardé quelques-uns. Pas parce que c'est vraiment rentable, mais pour continuer à venir ici. Ça ne loupe pas. Les soldats débarquent. Au même moment, surgit le caméraman palestinien du village. Chacun ses armes. תלכו, תתרחקו טיפה, תחסכו את הריביתן, וזהו. אין כלום למעלה. אין מה לראות, אין קש, אין כלום, הכל שרוף. אם אני יורד למטה, גם אין. 10 מטר, תעמדו לטרסה, 10 מטר. יאללה. تعال نروح غاد 10 متر يلا فيش ما فيش شيء غاد بحروكه روح يا ابو مرسي وقف هناك روح نحن لو Les soldats ont dit qu'ils venaient vous protéger des colons, c'est vrai? C'est des menteurs. Ils viennent pour nous frapper. Ils étaient là quand les colons ont mis le feu à la montagne. C'est des menteurs. Ils se conduisent bien parce que vous êtes là. Sinon, ils me vireraient. Comment ça se fait que vous parliez hébreu? C'est à force d'avoir des problèmes avec eux. Mais j'ai fini par apprendre l'hébreu. Tous les jours, je te jure. Je peux plus les voir. La guerre des moutons fait rage dans toute la Cisjordanie. Y a-t-il un symbole particulier dans le mouton, un signe qui nous aurait échappé? Pourquoi tant de sérieux guerriers pour disperser chèvres et moutons? Il habite la colonie de Otniel, au sud de Hébron. En Terre Sainte, les miracles surviennent parfois. Et le chef de la colonie de Otniel accepte de s'expliquer. Techniquement, comment on prend une terre avec une chèvre? Comment on fait? Tous les jours, ils viennent, ils exigent des titres de propriété. Et au bout d'un certain temps, le berger plante une tente. Et puis bientôt, une autre tente. Et là, il finit par habiter sur le terrain et il crée son territoire. Il se développe et il finit par nous mettre devant le fait accompli. En fait, tous les territoires qui nous appartiennent et où nous voulons construire, ils vont construire des préfabriqués ou des maisons et ils finissent par les habiter.
Bon, apparemment, ils ne veulent pas partir, donc vous allez devoir partager la terre. Que dit la Bible là-dessus? C'est pas possible. Impossible. Ils doivent partir. Oui, ou sinon vivre en paix. À Bourine, une maison est particulièrement attaquée. Celle de Anna. C'est une maison isolée toute proche de la colonie radicale de Yitzhar. Elle est habitée par une veuve palestinienne et ses enfants. Son mari est mort d'une crise cardiaque après un incendie criminel. Les colons nous lancent des pierres tout le temps. Ils essayent de détruire la maison, mais nous les en empêchons. Ils ont mis le feu à la maison et à cause de ça, mon mari est mort. Ils ont volé le troupeau, volé les chevaux. Ils ont brûlé les voitures. Ils font ça pour nous pousser à partir, mais nous résistons. Anna a gardé la trace de certaines attaques. Les colons radicaux de Yitzhar sont jugés suffisamment dangereux par l'armée israélienne pour qu'elle vienne les repousser. Vous n'êêtes jamais tenté de quitter votre maison? C'est dangereux ici. Non, on ne partira jamais. Je préfère mourir ici, je ne lâcherai jamais. Yitzhar est la seule colonie de Cisjordanie où la police israélienne ait arrêté 2 rabbins pour incitation à la haine raciale. En 2012, certains colons de Yitzhar ont ouvert le feu sur des Palestiniens d'un village voisin. Un caméraman de Bethléem a saisi la scène. Nous nous rendons à Yitzhar avec un journaliste israélien connu des colons radicaux. C'est nécessaire pour passer la sécurité. La colonie s'étend sur plusieurs collines. Une majorité de maisons sont des préfabriqués provisoires. La densité d'occupation des sols est faible. Notre voiture est repérée par la sécurité. On nous fait comprendre que personne ne nous parlera. Nous nous rendons sur l'autre versant de la vallée. Il y a un autre avant-poste radical, Givat Aroussa, tout aussi fermé que Yitzhar. Nous aurons plus de chance à la colonie de Bracha, une implantation religieuse mais pas fanatique. Nous sommes reçus par le porte-parole, Jonathan Béard. Il est originaire de Brooklyn et ne se préoccupe pas terriblement de ce qui se passe dans la vallée. Lui, il est monté ici pour être plus près du ciel. Nous voulons que le monde entier vive en paix, soit heureux, que le monde entier sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu en ce monde. C'est notre job. C'est pour ça qu'on est là. Ça inclut vos voisins de Naplouse qui sont arabes? Oui, les Arabes, les chrétiens, les Chinois, tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos voisins arabes qui n'ont aucun droit?
Dans la Bible, il y a une disposition qui prévoit ce cas de figure. C'est le statut de résident étranger. Ce sera le cas pour tous les non-juifs qui veulent vivre sur la terre d'Israël. Ce seront des étrangers. Comment ça? Des résidents étrangers. Oui, d'un côté ils seront résidents et de l'autre, ils seront étrangers. Vous voyez sur Internet toutes ces images de colons qui détruisent des oliviers. Je me demandais, quelle est la logique derrière tout ça? Je suis sûr qu'il y a une logique. Écoutez, s'il y en a une, je ne la connais pas. Mais ça nous donne une très mauvaise image. Ici, dans notre communauté, il n'y a personne que je connais qui fait ça. Et puis, comment expliquer que l'armée n'arrête jamais personne? Avec tous les médias et les gauchistes qui font du bruit. Je trouve ça vraiment bizarre. Les colonies fondamentalistes traduisent une évolution d'Israël. On l'oublie souvent, mais les premières colonies ont été fondées par des idéalistes juifs laïcs. Ils fuyaient une Europe raciste et féodale. Ils venaient fonder des communautés agricoles utopiques, les kibbutz. Certains nourrissaient même le rêve un peu fou d'aider les Arabes à s'émanciper de leur monarchie. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, les révolutionnaires utopiques ont laissé la place à des religieux qui ont la Bible pour seul horizon. Qui que ce soit qui ouvre la Bible voit bien que Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham, Jacob et leurs descendants. C'est nous. Non, la Bible est un grand livre, c'est sûr, mais c'est un peu exagéré, non? Comme, je sais pas, l'histoire de la mer qui s'ouvre pour laisser passer les gens. C'est plutôt une fable pour donner une morale et du courage, et l'appliquer à la lettre aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Nous, on croit le contraire. On croit que tout est vrai dans la Bible. Même la mer qui s'ouvre? Bien sûr! La mer qui s'ouvre est un événement majeur. La mer Rouge s'est ouverte, le peuple juif est passé et elle est retombée sur les Égyptiens qui nous poursuivaient. Ouais, j'ai vu le film. Ouais. Eh ben ça s'est vraiment passé comme ça. Non mais c'est pas juste un conte de fées. Pour nous, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il a créé le monde. Il sait ce qu'il fait. Mon sentiment quand je rencontre des gens comme vous, des colons très religieux, c'est que vous vivez dans un monde abstrait, qui est un monde parfait, c'est celui de la Bible, et c'est très respectable. Mais la réalité sur le terrain est légèrement plus moche. Il est difficile d'y faire face. Vous ne voulez pas la voir? Non, ne croyez pas ça. On est très réaliste. On voit les choses moches aussi. Mais on choisit de se concentrer sur les belles choses. Longtemps, les colons religieux n'ont été qu'une minorité agissante en Israël. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Ils tiennent 3 ministères majeurs. Le ministre du Logement en personne est un colon. Même s'il n'a pas encore réussi à imposer ses vues, il ne les dissimule plus. Notre sentiment, c'est que c'est désormais impossible qu'il y ait un État palestinien. Est-ce que c'était ce que vous vouliez quand vous avez lancé le grand mouvement de la colonisation ? Certains proposent de partager cette terre avec d'autres. Moi, je dis, du Jourdain à la Méditerranée, c'est Israël, un point c'est tout. Il n'est plus l'heure de partager quoi que ce soit.
En plus, je pense que nous pouvons dans un futur très proche atteindre un calme complet dans la région. Si j'ai bien compris, vous proposez d'annexer les territoires palestiniens et de tout transformer en Israël. Les territoires sont à nous. Hébron est à nous. Jérusalem est à nous. Tout est à nous. C'était écrit il y a plus de 3000 ans. Nous sommes retournés à Hébron. Et nous sommes tombés sur une scène qui pourrait préfigurer un futur proche. Au cœur de la vieille ville arabe, théoriquement sous autorité palestinienne, nous sommes bloqués par l'armée israélienne. Issa est là. Ne vous garez pas là, des pierres peuvent tomber. Des soldats israéliens sont sortis de la zone juive, ils ont pris le contrôle du marché arabe. À cause d'une fête juive, ils ont obligé des dizaines de commerçants à fermer boutique. Et ils tiennent la foule à distance. Ils ont annoncé il y a 2 jours que cette rue était bloquée. Ordre militaire. C'est pour que les colons puissent aller se recueillir sur une tombe juive. La tombe se trouve en zone palestinienne, sous cette maison, à 300 mètres des colonies juives d'Hébron. De l'autre côté de la guérite, dans la zone des colons, nous retrouvons leur porte-parole. Puisqu'ils réclament la justice pour tous, ouvrons la ville à tous alors, que chacun puisse circuler librement partout. Vu du côté arabe, cette ouverture signifie surtout qu'ils n'ont pas le contrôle de leur ville. Si l'autorité palestinienne avait été plus intelligente, ils auraient proposé la nationalité palestinienne aux Juifs. Vous pensez que l'autorité palestinienne aurait accepté de protéger les colons pour qu'ils aillent prier en territoire palestinien ? Vous savez, jusqu'à maintenant, les attaques qu'on voit sont plutôt portées par les colons contre les Palestiniens. Ici, les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont les bienvenus. Nous voulons l'égalité des cultes et des cultures dans notre État et notre pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous vivons sous occupation. Et d'après les colons, ça n'est pas près de s'arranger. Toute la ville doit être sous contrôle israélien, avec aucune autorité palestinienne. Et là, ça sera ouvert à tous. Et ça deviendra sécurisant et florissant. En fait, vous voulez qu'Hébron devienne israélien? Oui. Vous voulez annexer Hébron? Et je vais vous dire un truc. La plupart des Arabes d'Hébron, si vous leur demandez confidentiellement, ils seraient heureux. Et je le sais. Je les connais, moi, la plupart d'entre eux. Jusqu'à 13h, les soldats israéliens ont tenu à distance les jeunes Palestiniens avec des grenades sonores. Deux heures plus tard, l'opération est terminée. Les colons rentrent dans leur zone. Quelques lanceurs de pierres sont arrêtés. Pour l'armée israélienne, tout s'est bien passé. En repartant dans leur zone, 2 soldats israéliens adressent un dernier geste aux Palestiniens. La victoire est de courte durée. À peine les soldats sont-ils repassés de l'autre côté de la guérite que toute la colère et la frustration palestinienne se déchaînent.
soldats israéliens vont devoir de nouveau envahir la zone palestinienne. Ils repoussent les jeunes émeutiers avec des balles en caoutchouc et des grenades sonores. Un unique tir à balles réelles s'échappe des positions israéliennes. Il est salué par une étrange clameur de joie chez les jeunes Palestiniens. Quand ils ont commencé à tirer des vraies balles, les gens avaient l'air heureux. Pourquoi ? Les Palestiniens ont perdu tout espoir dans cette vie. Ils n'ont plus rien à perdre. Il ne nous reste que notre dignité. Les Israéliens nous ont enfermés dans une grande cage, une prison. On n'a pas le droit de circuler dans certains de nos quartiers. Parfois, on ne peut pas quitter la ville. On ne peut pas aller à Jérusalem. Il faut demander une permission spéciale aux Israéliens. Vous pourriez vivre ensemble ? C'est impossible, parce qu'on est prisonniers. Imaginez. Pourquoi ils applaudissent ? Ils sont très en colère. Ils sont débordés par leurs émotions. Ils n'utilisent plus leur raison. Ils se sentent impuissants et faibles. C'est dangereux d'être ici. Mais on s'en fout, parce que ça nous soulage. Les émeutes vont s'étaler sur 4 jours. Je pense que les colons sont une milice des soldats. Accuser les colons, c'est facile. Ouais, ils sont bizarres, ils ont des barbes. C'est comme ça que nous, en Israël, on se lave de notre responsabilité. Mais l'histoire, c'est exactement le contraire. Le problème, c'est l'État, pas les colons. Chez les Palestiniens, il y aura de nombreux blessés. Un soldat israélien trouvera la mort d'un tir de sniper invisible. L'ancien chef des services secrets israéliens, Yuval Diskin, déclarera « L'immense frustration des Palestiniens est en train d'augmenter encore à mesure qu'ils réalisent qu'on leur a volé leurs terres et que la possibilité d'un État palestinien se dissipe. Les conditions sont réunies pour une explosion de violence. » Kursi,